Nous sommes samedi 30 mai 2020. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau journal dont voici les principaux titres. Dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19, les plus hautes autorités du pays offrent 10 000 masques au village natal du président du Haut Conseil islamique du Mali, Seydi Cherif Ousmane Madani Haïdara. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Je vous le disais dans les titres. Dans le cadre du programme présidentiel dans la lutte contre la maladie à coronavirus, un Malien, un masque, le village natal du guide spirituel des Ansar, président du Haut Conseil islamique du Mali, vient de recevoir à son tour 10 000 masques offerts par le Premier ministre Dr Boubou Cissé. La distribution a eu lieu le 27 mai dernier en présence du guide spirituel des Ansar. Nous faisons le point avec Sadio Sylvie. Bouter la pandémie de Covid-19 hors du Mali, c'est l'objectif souhaité par les plus hautes autorités en distribuant gratuitement des masques à tous les Maliens. C'est dans cette optique que le Premier ministre Dr Boubou Cissé a envoyé son représentant au nom du président de la République pour offrir 10 000 masques réutilisables aux populations de Tamani et environ. Ce geste est amplement mérité et apprécié par les notabilités de Tamani. Cette distribution fait suite à une promesse du président du Haut Conseil islamique du Mali de doter tous les villages de Tamani de masques de protection contre le nouveau coronavirus. La rencontre a pris fin par la remise symbolique des masques suivis de bénédictions. Nous restons à Tamani, village natal du président du Haut Conseil islamique du Mali, Seydi Cherif Ousmane Madani Haïdara. Tamani, village du guide et président du Haut Conseil islamique religieux, a servi de cadre en marge des festivités de la fête de Ramadan pour la réception des 10 000 masques. À cette occasion, Seydi Cherif Ousmane Madani Haïdara a partagé un repas copié avec les notabilités de Tamani en présence des autorités coutumières, religieuses et administratives. Nous retrouvons Sadio Sirbe qui nous fait le commentaire de ces moments de retrouvailles. Le guide spirituel des Ansar, moyen président du Haut Conseil islamique du Mali et du groupement des leaders spirituels musulmans, pendant son séjour dans son village natal pour la célébration de la fête du Ramadan, a partagé un repas copié avec l'ensemble des populations de Tamani dans le cercle de Baraweli au sein de sa nouvelle résidence chérifienne. Autorités administratives, coutumières et religieuses de Tamani se sont réjouies de la présence du guide qui continue de sceller une parfaite cohésion entre les fils du village. Les dites retrouvailles entrent dans le cadre des festivités du mois béni de Ramadan. Vraiment très satisfait et joyeux. Nous sommes dans la dynamique de l'anniversaire, de le 65e anniversaire du guide. Un banquet spécial et une invitation spéciale lancée par le guide à l'égard de la communauté musulmane de Tamani et surtout à l'égard de toute la population de Tamani et environnant. Vous voyez, c'est un banquet à double goût ou bien à triple goût. Le premier goût, c'est la taille des invités. Vous avez vu le nombre de femmes mobilisées, le nombre de personnels responsables, tant politiques, administratifs que religieux invités. Et surtout, le deuxième goût, c'est la qualité même de la restauration. Une qualité sans égale. Et le troisième goût, c'est la qualité de la résidence. Une résidence qui n'a rien à voir à un palais présidentiel. Vraiment, nous sommes émerveillés par notre guide. Un guide sans égal. Un guide à l'heure où nous sommes, au niveau de la planète musulmane, il est sans égal. On ne fait que souhaiter bon vent, bien réussite, et puis souhaiter longue vie et heureuse à Cherif et à toute sa famille. Devenu une tradition au fil des ans, le président du Haut Conseil islamique du Mali, Seydi Cherif Ousmane Madani Haïdara, retrouve les siens pour revigorer les instants de fête religieuse. Pour cette année, l'ambiance était plus fraternelle avec les habitants tous azimuts de Tamani et ses environs, ainsi que les enfants du guide en célébrant autour d'un repas festif. La rencontre s'est achevée par la visite des locaux de la nouvelle résidence et des séances de bénédiction.
Voilà, nous restons dans le même registre du programme présidentiel Un Malien, un masque, à travers le Conseil national de la jeunesse qui poursuit son opération de distribution. Ce matin, c'était au tour de la commune 6 du district de Bamako de procéder à la distribution gratuite des masques en présence des notables autorités communales et du président du Conseil national de la jeunesse. Alhamidou Badi nous en parle. 12 000 masques lavables confectionnés par des professionnels maliens, c'est la quantité de cette distribution de masques. Initiative du Conseil national de la jeunesse du Mali avec l'appui des plus hautes autorités du pays. Nous avons amené 5 cartons de 2400 masques pour donner aux usagers et aux vendeurs commerçants qui sont là, aux halles de Bamako, plus les clients que nous allons trouver sur le marché aujourd'hui. J'ai un avis favorable par rapport au port de masques parce que non seulement ça nous protège même contre d'abord la poussière, bien avant le Covid-19. Et puis c'est un moyen de freiner un peu la transmission de cette maladie. J'invite tous les jeunes Maliens à s'impliquer dans ce processus de barrière qu'on est en train de mettre contre cette maladie. Donc je sais qu'ensemble, si nous nous donnons la main, nous allons pouvoir vaincre cette maladie qui dérange vraiment toute la population malienne. Salué à juste titre par les autorités traditionnelles et communales, l'étape de la commune 6 aux Halles de Bamako intervient après celle des autres communes du district de Bamako. Symbolique, mais un geste significatif surtout, à l'endroit de la commune 6. Ce geste ne peut être qu'un autre apport après le passage, la donation du président de la République, son Excellence El Hadji Ibrahim Keïta, qui nous a gratifié un certain moment des masques, dont je porte d'ailleurs un des masques. Si la jeunesse, à travers ces gestes, peut concourir à l'éradication même de la pandémie, le Covid, ce sera une aubaine et ce sera un geste salutaire. Je ne fais que remercier la jeunesse de la commune 6 en tant que maman, en tant qu'élue femme de la commune 6. Vraiment, en vous voyant avec ces gestes-là, ça me va droit au cœur. Au nom de toutes les mamans de la commune 6 et au nom de toutes les femmes élues de la commune 6. Donc on ne fait que vous remercier dans toutes vos activités et une bonne continuation. Invitant les populations au port de masques pour se prémunir contre la maladie à coronavirus, le président du CNJ Mali félicitera la couche juvénile pour sa mobilisation infaillible dans la réussite de cette opération de distribution de masques. Nous faisons ce travail dans le cadre du bénévolat. Il est important de signaler que je suis très satisfait de l'engagement et de l'apport de cette jeunesse, particulièrement la jeunesse de la commune 6. Parce qu'on a vu les preuves dans les 6 communes du district de Bamako, les jeunes se sont engagés gratuitement pour en tout cas contribuer à cette distribution de masse. Et aujourd'hui, l'objectif visé, c'est de rompre cette chaîne de transmission par rapport à cette pandémie. Donc aujourd'hui, si nous avons l'occasion de parler au nom de l'ensemble des jeunes du Mali, c'est quand même remercier cette jeunesse. Et c'est remercier aussi l'autorité, parce que depuis le début jusqu'à l'heure où je vous parle, l'autorité a en tout cas à fournir l'ensemble des efforts pour nous accompagner, nous assister et prouver notre soutien total par rapport à la réussite de cette distribution. Donc ce matin, moi je pense quand même qu'on va remercier le président de la République parce qu'il a tenu promesse. Et quand il tient promesse, nous avons l'obligation quand même de jouer notre rôle de bon citoyen. Et par la suite, je remercie le gouvernement parce que le gouvernement aussi nous a fait confiance à notre modeste personne de nous confier la distribution d'1 250 000 masques à travers Bamako et environ. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme présidentiel Un Malien, un masque afin de juguler la propagation de la maladie à coronavirus. Après le district de Bamako et environ, l'opération de distribution de masques par le CNJ Mali s'étendra aux autres régions administratives du pays. Toujours dans le cadre du programme présidentiel pour la lutte contre les conséquences économiques de la maladie à coronavirus dans notre pays, les différentes mairies du district de Bamako et environ ont reçu des vivres destinés aux personnes vulnérables. La distribution alimentaire gratuite de ces céréales a déjà commencé dans certaines localités du district de Bamako et des régions du pays. Boubacar Traoré et Samba Traoré pour le reportage.
Depuis la pénétration de la maladie Covid-19 dans notre pays, certains secteurs ont été affectés par les conséquences économiques de cette pandémie. C'est dans ce cadre que le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, et son gouvernement ont initié d'accompagner certaines couches sociales à travers la distribution des céréales transformées et des riz, afin de soulager les populations vulnérables. C'est ainsi qu'au niveau de la commune rurale de Kalabankoro, 388 tonnes de riz et 155 tonnes de céréales transformées ont été distribuées à 7764 ménages. Nous, au niveau de Kalabankoro, on a procédé à la répartition. Et la commission ne connaît pas les personnes vulnérables. Les chefs de village et les coordinateurs des chefs de village connaissent la population, ils connaissent les diminués. Et encore, le développement social aussi, connaissent aussi vraiment les diminués, même aussi les handicapés. Bon, donc, les chefs de village et le développement social, ils ont été associés pour nous fournir la liste. 587 tonnes de riz et 783 tonnes de céréales transformées ont été partagées entre les quartiers de la commune 5 du district de Bamako, selon les responsables de la commission de distribution. Quand nous sommes arrivés, on ne saurait être au parfum des réalités des quartiers sans les chefs de quartier. On a donné l'initiative à tous les quartiers de créer en son sein une sous-commission censée connaître les familles vulnérables. Donc, la commune a été divisée en deux types de quartiers. Les gros quartiers, tels que Kalabankura, Daoudabougou, Sabalobougou et Bakodjigoroni. Chacun a eu 70 tonnes de riz, 70 tonnes de céréales transformées. Et les quartiers moyens, tels que la SEMA 1, Badalabougou, quartier Mali et Torkorobougou. Chacun a eu 40 tonnes de riz, 40 tonnes de céréales transformées. Les 10 quartiers de la commune 6 du district de Bamako ont tous aussi bénéficié de la distribution de ces vivres pour une quantité de 1500 tonnes pour cette commune. Bon, déjà au niveau des différents quartiers de la commune 6, les élus communaux et les chefs de quartier et leurs conseillers connaissent à peu près les vulnérables de leur quartier. Donc nous avons fait la répartition de ces céréales entre les différents quartiers. Comme vous le savez, dans la commune 6, il y a 10 quartiers. Donc nous avons fait la répartition des céréales entre les 10 quartiers. Et les opérations de distribution sont pilotées par les élus communaux. Évidemment, ils le font avec le concours des chefs de quartier et leurs conseillers. Certains bénéficiaires n'ont pas caché leur sentiment de satisfaction exprimé aux plus hautes autorités du pays. Nous remercions beaucoup le gouvernement pour la mise en œuvre de ce programme. Ça a été donné à la mairie de Kalabankoro, ici à Kalabankoro. Vraiment, la mairie est en train de mettre en œuvre de façon transparente ce travail-là. Je suis là et je suis témoin de ça, franchement. Partout où notre équipe de reportage est passée, les opérations de distribution se passent normalement et sans incident. Du district de Bamako, nous allons à l'Hexagone en France où les ouvriers de Renault ont dû braver les mesures sanitaires, notamment de distanciation pour battre le pavé en réaction de la menace de la fermeture de l'usine Renault de cette région. L'Espagne a également emboîté les pas en dénonçant les impacts économiques d'une telle décision. Voyons tout cela avec Ahmadou Diarra. Dans l'Hexagone, la mobilisation s'organise chez les ouvriers de Renault à Maubeuge dans le nord du pays. Vendredi déjà, ils apprenaient avec consternation que le groupe prévoyait de fermer leur usine. Ce samedi matin, ils ont organisé une marche pour réclamer le maintien du site en tête du cortège. Aux côtés des leaders syndicaux, il y avait plusieurs élus locaux. Il faut dire que l'impact économique est énorme. Plus de 2000 personnes sont employées dans cette usine Renault de Maubeuge. La mobilisation s'organise également à Barcelone en Espagne. Là-bas, c'est l'usine
l'usine Nissan qui est condamnée. Et comme à Maubeuge en France, ce sont des milliers de familles qui sont impactées. L'alliance Renault-Nissan a présenté plus tôt dans la semaine une nouvelle stratégie visant à diminuer les coûts afin de rester compétitif. Il s'agit notamment de produire moins et différemment. Et cela passe par une redéfinition des sites de production. La colère des salariés de Renault est d'autant plus vive que la marque aux losanges s'est vue promettre un prêt garanti par l'État français d'environ 5 milliards d'euros. La direction du constructeur en difficulté envisage le transfert de production des utilitaires électriques Kangoo qui concerne environ 2900 employés à Douai, à environ 70 km de là, qui hériterait d'une nouvelle plateforme. Voilà, du continent européen, nous allons au continent américain avec le président américain qui a annoncé vendredi mettre fin à la relation entre son pays et l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Donald Trump s'exprimait depuis la Maison-Blanche à l'occasion d'une conférence de presse dédiée à la situation à Hong Kong. Nous retrouvons Ahmadou Diarra. Une nouvelle rupture est désormais consommée pour Donald Trump. Après un bras de fer amorcé avec les réseaux sociaux, le président américain Donald Trump a annoncé vendredi 29 mai mettre fin à la relation entre son pays et l'Organisation mondiale de la santé, une de ses cibles privilégiées depuis le début de la pandémie de coronavirus. Le président américain s'exprimait depuis la Maison-Blanche à l'occasion d'une allocution sur la situation à Hong Kong. Donald Trump accuse notamment l'OMS d'être trop indulgente avec Pékin dans la gestion de la crise sanitaire liée au Covid-19. La Chine a un contrôle total sur l'Organisation mondiale de la santé, même si elle ne paye que 40 millions de dollars par an par rapport à ce que les États-Unis ont payé, qui représente environ 450 millions de dollars par an. Nous avons détaillé les réformes qu'elle doit faire et nous sommes engagés directement avec eux, mais ils ont refusé d'agir, a-t-il estimé. Parce qu'ils ont échoué à faire les réformes nécessaires et requises, nous allons mettre fin aujourd'hui à notre relation avec l'Organisation mondiale de la santé et rediriger ces fonds vers d'autres besoins de santé publique urgents et mondiaux qui le méritent, a déclaré le président américain. Donald Trump a par ailleurs annoncé que le processus de suppression des exemptions commerciales dont bénéficiait Hong Kong allait débuter. Hong Kong n'est pas suffisamment autonome pour justifier le traitement spécial que nous réservions au territoire depuis la rétrocession, a poursuivi le président américain. Cette annonce survient alors que la pandémie continue de faire des ravages aux États-Unis, en Amérique latine et en Russie, de plomber l'économie mondiale et menace de reprendre de l'élan en Corée du Sud. Voyons à présent avec Moussa Fomba le reste de l'actualité africaine et d'ailleurs. Le Front populaire ivoirien de l'ex-président Laurent Gbagbo a évoqué son retour en Côte d'Ivoire appelant le président Alassane Ouattara au dialogue. Nous avons lancé un appel au président Ouattara pour qu'il saisisse cette opportunité pour engager la Côte d'Ivoire sur la voie de la vraie réconciliation et de la paix durable, a affirmé à l'AFP Assoua Adou, le secrétaire général du FPI. De son côté, le COGEP, le parti de Charles Blé Goudé qui a bénéficié des mêmes mesures de la CPI, a également appelé au dialogue, estimant qu'il ne s'agissait pas d'une victoire d'un camp sur un autre. Et selon son secrétaire général, le docteur Patrice Saraka, les condamnations en Côte d'Ivoire pesant sur les épaules de M. Gbagbo et Blé Goudé étaient politiques et pouvaient être effacées par le pouvoir politique. Début novembre 2019, la justice ivoirienne a condamné en appel M. Gbagbo par contumace à 20 ans de prison pour le braquage de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest BCEAO pendant la crise post-électorale. M. Blé Goudé a été condamné en décembre 2019 à 20 ans de prison pour des crimes commis pendant la crise. Alors que la France vient d'interdire la prescription de l'hydroxychloroquine comme traitement précoce au Covid-19 en association avec l'azithromycine, le Maroc persiste et signe. En effet, aux grandes dames de l'étude publiée par le Lancet qui remet en cause l'efficacité de ce protocole thérapeutique et des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé OMS qui a appelé à sa suspension temporaire des essais cliniques, le royaume chérifien maintient sa confiance dans l'hydroxychloroquine dont il annonce le lancement de la production locale. Pour justifier la décision du gouvernement marocain, le ministre de la Santé explique aux députés que les autorités sanitaires ont procédé à des études cliniques qui ont donné des résultats très positifs. Ainsi, il rappelle que les médecins marocains utilisent le sulfate de chloroquine et le sulfate de l'hydroxychloroquine depuis longtemps pour le traitement des maladies chroniques et le paludisme.
Le doyen de la faculté de médecine de Tantave et actuel chef de service de médecine interne à l'hôpital de la ville en charge d'accueillir les malades du Covid-19 a été placé en garde à vue jeudi 28 mai. Il était entendu dans l'enquête du décès suspect de l'un de ses confrères atteint du Covid-19, retrouvé pendu dimanche dans sa chambre d'hôpital. La justice malgache l'a interrogé durant 3 heures. Quelle est la cause du décès? Pourquoi le doyen de la faculté de médecine n'a-t-il pas fait une constatation plus approfondie? A-t-il tué son collègue par vengeance? Maître Berthieu, son avocat, raconte: bien sûr, mon client a tout nié en bloc. Selon plusieurs observateurs, il y a 1 mois, au moment du lancement du Covid organique, le remède traditionnel amélioré, le professeur s'était fait remarquer sur le réseau social en rappelant la nécessité de rester rigoureux et rationnel face aux précipitations liées au contexte de pandémie. L'ancien président nigérian en appelle à l'unité des Africains contre la demande du Trésor américain d'enquêter sur le président de la BAD, le Nigérian Akiwumi Adesina, accusé de prévarication. Et l'ancien président du Nigeria ne s'est pas empêché de le faire savoir dans une lettre adressée à 12 ex-chefs d'État africains, dont Thabo Mbeki d'Afrique du Sud et John Kufuor du Ghana. Si nous ne nous levons pas et ne défendons pas la BAD, cela pourrait signifier la fin de la Banque africaine de développement, car sa gouvernance sera détournée de l'Afrique, a-t-il laissé entendre. L'Afrique devait se lever et ne pas permettre que ses institutions soient indûment contrôlées par des pays non africains, peut-on lire dans le document. Vu l'aura dont il jouit à travers tout le continent, cette sortie d'Olusegun Obasanjo doit à coup sûr mettre du baume au cœur d'Akiwumi Adesina. Lors des tensions à Détroit déclenchées après qu'un Afro-Américain a trouvé la mort alors qu'il était maintenu au sol par des policiers, un individu en voiture a ouvert le feu le 29 mai sur des manifestants. Un jeune de 19 ans est mort. La police enquête. La porte-parole du service de police a déclaré à l'agence que le suspect était au volant d'une Dodge Durango avec laquelle il a aussi pris la fuite. Grièvement blessé, le jeune a été déclaré mort à l'hôpital. Pour l'instant, la police ne dispose pas de renseignements détaillés sur la victime et le tireur. Des manifestations ont éclaté dans plusieurs grandes villes américaines le 29 mai au soir après le décès de l'Afro-Américain George Floyd, arrêté par la police qui le soupçonnait d'avoir voulu écouler un faux billet de $20. Lors de l'intervention, il a été plaqué au sol par plusieurs agents, dont l'un a maintenu son genou sur son cou pendant de longues minutes. « Je ne peux plus respirer », dit-il dans une vidéo de la scène devenue virale. Un communiqué avant de refermer ce journal, un communiqué de la Société Énergie du Mali SA qui informe ses abonnés, numéro cours EDEM SA pour avoir les crédits gratuits ou le remboursement de la TVA pour le mois d'avril. Envoyez par SMS votre numéro de compteur ISAGO au 36007. Vous recevrez votre crédit ou le remboursement de la TVA dans le cadre des mesures présidentielles pour la gratuité de l'électricité. Le service est accessible via les 3 opérateurs Malitel, Orange et Télécel. EDEM SA vous remercie. C'est un communiqué de la direction générale de EDEM SA. Ainsi, c'est refermé ce journal que nous vous remercions d'avoir suivi. Passez un excellent week-end sur Chef la Télévision.